Merci de nous retrouver sur la radio qui mouille le maillot pour ce troisième numéro de l'émission La Grande Saison qui lève le voile donc sur la performance des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Aujourd'hui, on va évoquer donc le match des éperviers du Togo contre les Diables Rouges du Congo, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 de football. On va évoquer donc le 11 rentrant, la performance donc de ce 11 rentrant des éperviers du Togo dans cette émission. On fera également un clin d'œil à la sélection des dames de football du Togo qui est actuellement en terre sao-toméenne pour la rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2022 de la catégorie. En studio avec moi pour cette émission, Vicente Noussoulé, bonjour. Bonjour Kelly, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de la 91.9. Grégoire Ratigno, bonjour. Bonjour Kelly et bonjour à tous les fidèles branchés. Derrière la baie vitrée, c'est Théo Ajavon qui assure la coordination technique de cette émission. À la caméra, c'est Servon et l'homme. Je suis Kelly Akoso. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On y est bien sûr pour ce numéro de l'émission La Grande Saison sur la radio qui mouille le maillot. Nous sommes donc mardi, aujourd'hui 19 octobre 2021, Vicente Noussoulé, les éperviers dames sont actuellement en terre sao-toméenne pour se frotter à cette formation. Oui, à l'issue du deuxième stage que a conduit la coach des éperviers dames Tometi Kai, elles se sont envolées le dimanche dans l'après-midi pour Sao Tomé Principe dans le cadre des éliminatoires de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations de juillet 2022. Et donc, elles sont actuellement sur la terre santoméenne, comme on le dit, et puis elles attendent tout simplement de jouer ce match-là qui va les qualifier justement pour le tour prochain. Et vivement que ce match se joue parce qu'aux dernières informations, ce match a été recalé de 2 jours parce que le quatuor qui devait officier ce match-là a raté son volet. Donc, vivement que le match soit reprogrammé. Bon, normalement, ça devait être vendredi. Et donc, on attend de voir ce qui va se passer. Et puis, on sent que les éperviers dames sont gonflés à bloc parce que déjà à Lomé, elles avaient reçu la visite du comité exécutif de la FTF, de son président, le colonel Guy Akbovi, accompagné de Fimé Ajavon et j'ignore le nom de la seconde qui l'a accompagné, mais je sais qu'elles sont gonflées à bloc et sont décidées quand même de faire quelque chose de grand parce que ça fait quand même un peu longtemps que le Togo ne s'est plus vu sur l'échiquier continental et donc c'est le moment pour le Togo de se faire afficher et voilà pourquoi pas parmi les nations comme le Nigeria, le Cameroun et autres. Il y a pratiquement 10 ans que le Togo n'a plus été sur la scène continentale. Grégoire Ratigno, 2 stages de préparation et puis l'arrivée du contingent évoluant à l'étranger. Est-ce que c'est suffisant comme préparation pour aller damer le pion à la formation de Sao Tomé? Non, mais pour préparer une compétition, il faut nécessairement assez de temps. Et vous savez, même si on vous donne un an pour préparer une compétition, on n'est jamais totalement prêt pour cette compétition-là. Donc, je me dis que oui, la période de préparation de l'équipe nationale féminine du Togo, ce n'est pas véritablement ça. Vous savez qu'il y a eu ce championnat, c'est à l'issue donc de ce championnat que certaines joueuses ont été détectées, donc elles ont participé à un premier regroupement avec 40 joueuses. Ensuite, il y a 26 joueuses qui ont été retenues pour le deuxième stage et de ces 26, là, il y a 4 qui viennent donc de l'extérieur pour quand même rejoindre le groupe. Est-ce qu'on a eu assez de temps? On a pris une semaine, ma foi, bien quelques jours pour quand même se préparer pour cette compétition. Je crois que, bon, en fait, l'essentiel, c'est quand même d'essayer d'asseoir quelque chose. C'est là, du côté donc du staff technique, d'asseoir quelque chose, d'avoir une idée sur une équipe quand même pour affronter cette équipe de Sao Tomé parce qu'on n'a pas également des informations sur cette formation de Sao Tomé. Et donc, vous comprenez que ça va être un peu difficile pour cette équipe. Mais je crois que c'est après le match aller que l'équipe togolaise saura véritablement quoi faire justement pour le match retour. Voilà que cette rencontre, en principe, qui était programmée sur demain, est reportée sur vendredi finalement. Vous comprenez donc que cette équipe togolaise dispose encore de quelques jours pour mieux véritablement se préparer. C'est vrai qu'elles sont déjà là-bas et donc profiter encore de ces 2 jours-là pour
essayer de faire quelque chose pour permettre justement au staff d'asseoir une équipe ou bien de choisir ces joueuses-là qui vont véritablement faire l'affaire. Aux dernières nouvelles, le groupe togolais serait diminué parce que certaines joueuses auraient des papiers administratifs. Bon, en fait, je ne sais pas, sincèrement, je n'ai pas quand même appris le nombre de joueuses qui ont quand même fait le déplacement de Sao Tomé. Bon, en fait, je crois que toutes ne pouvaient quand même pas partir parce que des 26, je crois que 23 finalement doivent voyager. Je ne sais pas, hein, parce que oui, on luttait du côté du staff pour quand même essayer d'avoir des joueuses, mais je ne sais pas sincèrement celles-là qui sont parties et celles-là qui sont quand même restées à Lomé. Dans quelles conditions aborder ce match contre Sao Tomé Principe, Vicente? Oui, Grégoire disait quelque chose tout à l'heure. Sao Tomé, c'est une équipe inconnue, une équipe qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, si une équipe est inconnue, elle est automatiquement imprévisible. Et donc, il fallait jouer quand même cette manche aller d'abord avant de connaître un peu les détails de cette équipe-là. Maintenant, je pense du côté des éperviers dames qu'il faut quand même faire ce qu'ils doivent faire, affiner les petits détails dans ces 2 jours-là qui ont été encore accordés. Et je pense qu'ils doivent être prêts pour ce match-là, à jouer comme si vous jouez contre le Nigeria ou le Cameroun, des meilleures équipes africaines. Parce que si vous voulez vous appuyer sur le nom Sao Tomé, minimiser l'adversaire, on risque de perdre le match à la fin. Mais psychologiquement, elles doivent se mettre dans la tête qu'elles sont en train de jouer contre la meilleure équipe africaine. Et donc, avec le travail que le staff a déjà fait sur ces 2 stages-là, je pense que c'est vrai. Grégoire l'a dit, on ne sera jamais prêt, mais ils ont quand même fait l'essentiel pour être prêts parce qu'on a déjà vécu un premier stage du 23 au 28 septembre avant d'entamer le deuxième du 8 au tout dernier vol qu'ils ont pris. Donc je pense que ils sont quand même pas totalement prêts, mais ils ont quand même fait l'essentiel pour être prêts, surtout face à une équipe santoméenne qu'on ne connaît pas véritablement. Je pense que ça peut aller avec tout ce qu'on a vu. Le championnat, c'est vrai que cela s'est déroulé sur 1 mois et demi. Il y a eu des renforts, surtout en référence avec Odikou Apefa Mafi. Je pense que les éperviers ont tout pour gagner ce match-là, même si on ne connaît pas Sao Tomé. Alors, quelles sont les individualités sur lesquelles le Togo peut compter pour faire la différence dans ce match contre Sao Tomé? Bon, en fait, les individualités, vous savez, la sélectionneur avait déjà parlé d'un noyau qu'elle avait. Et ça dit celles-là qui sont revenus donc de l'extérieur. Il y a Nitegma Odet, Njambara Amiratou, Adinda Akpomoussirietou et puis Wedikou Mafi qui reste donc l'attaquante de cette équipe du Togo. Donc, je crois qu'il y a quand même ces joueuses-là. En dehors de ces joueuses que je viens de citer, il y a également Nathalie Badaté qu'on ne présente plus, la capitaine des Amis du Monde. Il y a également d'autres joueuses, Abide Koudou-Kalo sur le côté. Et donc, on peut également compter sur ces joueuses. Il y a d'autres également qui sont là, ces joueuses-là de Djabir qui ont quand même rejoint l'équipe. En défense, il y a Laré Damepi, il y a également devant Kolani Damepi. Donc, c'est des joueuses sur qui la sélectionneur, bien le staff peut compter également pour essayer d'asseoir une équipe. Je crois que ça doit forcément passer par là, parce que les 4 qui sont revenus de l'extérieur et en plus quelques joueuses, je viens de citer, je viens de parler de Nathalie Badaté, il y a également Konou Bercy qui est là, il y a également Gake Amiren, cette joueuse de Ahé, FC d'Ahépé, sans oublier, et également devant Manou Rennes, la buteuse d'Athleta. Voilà, donc on va parler cette fois-ci des éperviers version masculin, bien sûr, avec ce match contre le Congo à Brazzaville mardi dernier. Les éperviers sont allés s'imposer donc en terre congolaise sur la marque de 2-1 après le score de 1 but partout lors du match aller à Lomé. Le Togo se présentait ce mardi donc avec Barcola Makom dans les buts, Agbozo Klousset, Djin Dakonam, Amatutu Kani, Ate Youssouf en défense au milieu de terrain. Il y avait Nyama Akate et Romao dans la récupération. Serge Miadi et Plaka Fessou étaient donc excentrés sur les côtés. Tchakei Marouf était en soutien à Klidier Thibault à la pointe de l'attaque. Un groupe qui a radicalement changé comparativement au match aller à Lomé, Vicente. Il y a un groupe radicalement changé. Moi, je le disais l'autre fois ici que le Togo n'a pas
trop d'enjeux à jouer encore dans cette compétition-là. C'est vrai qu'on veut sortir par la grande porte et voilà, cette victoire, elle est là. Mais quelque part dans la tête, on se dit que c'est fini pour la Coupe du Monde 2022 qui va se jouer au Qatar. Et donc, il fallait quand même utiliser et voilà, essayer tous les joueurs qu'on a à notre disposition pour voir un peu dans quelle forme ils sont et justement faciliter leur intégration. Il y a Clédier Thibaut, c'est vrai qu'il était entre-temps appelé en sélection, mais n'a pas véritablement eu de ce temps de jeu-là pour prouver ce dont il était capable. Et donc, on a vu quand même qu'il y en avait qui ont joué le match aller ici à Lomé contre le Congo, mais qui n'ont pas pu fouler la pelouse de l'autre côté du Congo-Brazza. Et donc, je pense que c'est tout simplement dans la logique de Paulo Duarte en venant ici au Togo, qui avait dit déjà qu'il va falloir que le public togolais, le public sportif togolais patiente parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose qui a été détruit pendant 5 ans et le reconstruire en un mois. Donc, je pense que c'est dans la logique de la reconstruction qu'il est en train de faire ces choix-là, même si ils sont risqués. Moi, je pense que c'est de bonne guerre. Et on a vu que c'était quand même un autre match que les éperviers nous ont offert l'autre fois avec cette victoire à l'issue 2-1. Ça a été quand même un ouf de soulagement, ça a été quand même une bouffée d'oxygène pour cette sélection-là parce que c'était quand même la première victoire de la sélection dans ces compétitions-là depuis que les éliminatoires ont commencé. Donc félicitations à ce groupe-là qui a été remanié et puis voilà, la victoire elle est au bout. David Enen, Ilas Bebo, Fodolaba, il n'était pas de la partie. Paulo Duarte est dans la rotation, logique? Oui, bien, je crois que c'est bien le mot, dans la rotation, parce que il vient d'arriver. Ça fait son 4e match avec les éperviers. On a vu les 2 premières sorties. Et c'est après ces 2 premières sorties qu'il a su véritablement qu'il a encore du travail à faire. Et dans la 3e sortie, le match aller face au Congo, on a vu l'équipe, on a vu également la prestation. Et donc, lui, il a pensé en même temps quand même à ce qu'il faut faire. C'est vrai que ce que vous venez de citer, Ilas Bebou et David Enen sont partis. Ils n'étaient plus là. Donc, il va falloir les changer. Et c'est pourquoi il a quand même essayé de modifier un tout petit peu maintenant pour là-bas. C'est par après on apprend que c'est un problème un tout petit peu parce que les Congolais ont caché le résultat du test Covid de là-bas Fodo. C'est pour cela donc finalement il n'a pas été aligné, vous comprenez. Donc le technicien il a essayé donc de faire tourner un tout petit peu, même en milieu de terrain à Roger Aholou. Il a fait reposer Roger Aholou parce qu'on a vu le travail que Roger Aholou avait fait ici lors du match aller face à cette formation congolaise. Il a fait reposer Roger Aholou. Il a donné quand même la chance à Nyama Akate qui, ma foi, n'a pas déçu également dans ce match, qui a quand même tenu parce qu'il jouait aux côtés d'un certain Alexis Romao. Donc ça s'est bien passé. Maintenant, devant, on a vu Serge Gnadui, on a vu également Tchakei Marouf qui a été quand même présent dans ce match du début jusqu'à la fin. Maintenant, quant à ce qui concerne les attaquants, oui, il y a également le jeune Thibaut Clédier qui a eu quand même pas mal d'occasions parce que je me dis que si le Togo pouvait quand même tuer ce match déjà en première période de jeu parce qu'on a eu des occasions dans ce match. Surtout, Thibaut Clédier a eu 3 ou 4 occasions dans ce match. Je me dis que s'il était véritablement un renard de surface, il pouvait être quand même désigné homme du match, mais seulement qu'il a eu à rater toutes ces occasions-là. Voilà, Bakola Malcolm était encore dans le but des éperviers. Il a sorti une prestation encore acceptable. Est-ce que c'est le fruit de sa régularité avec l'Olympique Lyonnais du côté de la France? Oui, je pense que Bakola Malcolm est dans une progression qui ne dit pas son nom, dans une progression fulgurante parce que depuis un moment, c'est vrai qu'on le sent, il n'est pas trop sollicité, mais à un moment donné, on voit que ses arrêts et voilà, tout ce qu'il apporte à cette équipe-là sont tout simplement extraordinaires. On en a parlé l'autre fois que Bakola Malcolm aujourd'hui, il fait quand même partie de l'un des meilleurs joueurs de cette sélection-là, sinon le meilleur, parce qu'il est en train de faire tout simplement ce qu'un certain Agassak aussi avait fait à un moment donné en sélection. Je pense que le club auquel il appartient aussi, c'est-à-dire le Lyon,
participe aussi voilà, à la réussite en sélection parce que c'est une question psychologique. Quand vous êtes dans un club où il y a de l'exigence, quand vous êtes dans un club où à la fin de chaque saison, vous devez gagner un trophée, je pense que ça booste et ça vous booste personnellement au niveau personnel, encore au niveau collectif. Donc je pense que depuis qu'il est en sélection, je ne pense pas qu'il ait raté un match. Oui, ça peut nous échapper, mais je pense qu'il il s'est toujours arrangé pour nous sortir des prestations hors normes et il est dans une progression et donc voilà, à nous de le soutenir, à nous de lui lancer les mots courtois qu'il le faut parce que aujourd'hui Bakola Malcolm c'est peut-être notre futur Agassa Kwasi ou encore notre futur Nibombe Wake. D'accord, on a vu Ate Youssouf jouer en tant que latéral droit, mais son poste de prédilection c'est l'axe ou le milieu de terrain et la dernière fois on a vu le garçon évoluer sur le côté gauche de la défense togolaise. Oui, parce qu'on a fait également reposer Moussa Bilal et donc on a envoyé sur le côté droit je crois Agbozo Kloussé qui a donc évolué donc le côté droit et maintenant dans l'axe de la défense c'est plutôt Amadou Tui. Vous voyez c'est ce que je dis, nous avons parlé donc de la rotation et je crois que c'est ce que Paulo Duarte essaie de faire parce que comme Moussa Bilal ne sera pas là, il a su que Agbozo Kloussé pouvait également évoluer sur le côté et il a permuté maintenant avec Ate Youssouf qui finalement a évolué sur le côté gauche. Bon, en fait, on peut jouer, hein, si tu joues déjà latéral droit, tu peux être latéral gauche. C'est vrai que ça au niveau des centres, ce n'est pas aussi automatique. Oui, mais au niveau des centres, il y aura des problèmes avec le pied. C'est là-bas, il peut y avoir des problèmes. Mais l'essentiel est qu'il arrive quand même à tenir donc, dans son couloir pour quand même ne pas laisser l'adversaire évoluer. Donc, c'est pour cela. Maintenant, par rapport à ce joueur, maintenant par rapport également à la permutation, également au choix, ce qui veut dire que demain, si par exemple Djenda Konam ne sera pas là, on peut également voir dans l'axe de cette défense des joueurs comme Amadou Tui, des joueurs comme Agbozo ou encore Ate Youssouf peut jouer dans ce registre. D'accord. Agbozo Kloussé, il vient d'en parler. C'est un garçon qui est également dans la progression depuis qu'il est parti du côté de la Tunisie et également en équipe nationale, il est souvent titulaire soit dans l'axe aux côtés de Djen ou soit dans le couloir à gauche comme à droite et la dernière fois il a joué à droite. Oui, la dernière fois il a joué à droite. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, pour être un joueur moderne, il faut quand même être polyvalent. Et on le voit dans les clubs les plus huppés en Europe que voilà, ces joueurs-là qui sont polyvalents ont toujours eu de la place sous n'importe quel coach. Parce que s'il n'y a pas de la place en défense, vous pouvez quand même trouver de la place au milieu de terrain. S'il n'y a pas de la place au milieu de terrain, vous pouvez trouver de la place sur les ailes. Et donc, je pense que Agbozo Kloussé, comme on l'a déjà dit, il est aussi dans une progression depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Béja. Vous savez, c'est quand même, on ne peut pas comparer le championnat tunisien au championnat togolais. Je ne veux pas dire que c'est le joueur la nuit, mais c'est un autre carré considérable. Oui, c'est un autre niveau et donc ça a facilité tout simplement la progression de ce joueur-là. On a vu depuis qu'il a été à l'Olympique de Béja, voilà, sa progression en sélection, il est tout simplement énorme, que ce soit en charnière centrale en paire avec Djenda Konam ou sur le côté droit, il a toujours été étincelant et donc je pense qu'il est dans la progression. Maintenant, il va falloir quand même, vous savez, rehausser un peu le niveau, voilà, côté anticipation parce que je pense que c'est un peu le problème particulier de nos défenseurs, ils ne savent pas anticiper. Si un joueur ou un défenseur togolais veut anticiper, il doit faire une faute. Et là, il va falloir aussi corriger ce côté-là. Mais en général, Agbozo Kloussé est en train de faire voilà, une très bonne progression et il n'y a pas de quoi ne pas l'appeler pour une prochaine sélection. Djenda Konam, on l'a entre-temps critiqué, bien sûr, parce que ses prestations en sélection n'étaient plus vraiment ça. On l'a retrouvé sur le dernier match, enfin l'avant-dernier match contre le Congo ici à Lomé. On a retrouvé un Djenda Konam en pleine forme dans ce match et également sur le dernier match des
des éperviers. Sur le dernier match des éperviers, on a également retrouvé le capitaine des éperviers en pleine forme contre le Congo, mais on l'a vu un peu nonchalant sur le but que le Togo a encaissé. Moi, je n'ai pas compris l'action, son action sur le but. Je ne sais pas s'il voulait se coucher pour se dégager. Je ne sais pas, moi, j'ai vu l'image, j'ai revu la vidéo plusieurs fois, mais seulement que j'essaie donc de comprendre, je n'arrivais pas à comprendre. Mais malgré, c'est vrai qu'il y a eu cette action dans ce match, il s'est encore très bien comporté parce que c'est lui qui tenait véritablement cette défense-là avec Amatutu Kani. Il a encore tenu donc comme un bon défenseur, comme un bon capitaine. Il a tenu son rang. Il a fait le match qu'il faut. Il faut reconnaître qu'en première période, le Togo, la défense togolaise n'était pas vraiment sollicité parce que c'est plutôt le Togo qui faisait le jeu, c'est le Togo qui avait beaucoup plus le ballon en première période. En deuxième période, c'est vrai que les Congolais ont poussé parce qu'ils voulaient obtenir l'égalisation. Ils ont quand même poussé. Là, c'est là que la défense a eu quand même à commettre des erreurs et c'est ça qui d'ailleurs a permis donc au Congo d'égaliser. Mais c'est dans l'ensemble, moi j'ai vu quand même une équipe togolaise, il y a une défense togolaise qui s'est encore très bien comportée, surtout la réaction qu'il y a eu après l'égalisation congolaise. Amatutu Kani aussi est régulé avec la formation des éperviers depuis un moment, même si lors du match à Lomé, il n'était pas aligné. Il a eu donc droit à une titularisation la dernière fois contre le Congo et s'est bien comporté aux côtés de Jane dans l'axe de la défense togolaise. Oui, Amatutu est l'un des joueurs qui quand même ont un énorme temps de jeu en club parce qu'il joue avec le FC Nouadhibou et voilà, dans la foulée même ils ont battu le S Sétif en préliminaire de coupe de Champions League africaine. Et je pense que c'est vrai que en sélection sur ces derniers moments il n'a pas été aussi régulier depuis le match contre l'Égypte où on l'a vu. Voilà. Il avait également fait le match contre le Sénégal. Oui, contre le Sénégal aussi, on l'avait vu un peu plus en vue et les performances ont un peu diminué. Mais je pense que c'est peut-être psychologique ou parce qu'il n'a pas eu cette chance d'être titulaire en tout temps, parce qu'il a été aussi parfois dépassé par Agboso Clousset ou encore en sélection. Évidemment la charnière ou encore la paire Agboso Dieng marchait beaucoup plus bien que voilà ça paire avec Dieng Dakonam. Donc mais je pense que contre le Congo il a été plus ou moins performant parce que c'est difficile de lui donner une note parce qu'en première mi-temps c'est nous qui avions, comme Grégoire l'avait dit, avions le pied sur la balle et donc la défense n'était pas aussi sollicitée. Maintenant sur ce but là que le Togo a encaissé, je pense que lui aussi était fautif ainsi que Dieng Dakonam. Ils ont laissé tout simplement l'attaquant venir de nulle part jouer avec une certaine nonchalance, mais après tout je pense que c'est un jeune qui est en progression. Il a encore une large marge de progression et donc on ne va pas lui tenir rigueur tout le temps. Il va progresser, on pense, avec peut-être son club FC Nouadhibou, avec ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit en Coupe continentale ou dans leur championnat. Je pense qu'il va progresser et surtout qu'il apprend aux côtés d'un expérimenté déjà qui s'appelle Dieng Dakonam. Voilà. Après, c'est aussi le travail personnel qui va payer. Donc, je pense qu'à un moment, tu as su la bonne voie. Et voilà. Nyama Akate, depuis un bon moment, surtout lors du CHAN, on l'a vu un peu moins performant et cela s'est échelonné sur quelques semaines et également en sélection avec l'arrivée de Aholo, il s'est retrouvé sur le banc de touche. Mais lorsqu'on a fait reposer Aholo la dernière fois, Nyama Akate a sorti un gros match aux côtés de Romao dans la récupération. Non mais Nyama Akate, après le CHAN, n'était plus convoqué, il n'était pas appelé chez les A. Et donc c'est la première fois qu'on le
fait appel, donc ce staff lui fait appel et donc on lui a donné cette chance-là également de tenter sa chance, voir, et c'est ce qu'il a essayé de faire. Il s'est bien comporté. Donc dans ce match-là, il s'est très bien, surtout qu'il évoluait aux côtés de Jacques Alexis Romao. Ça lui a quand même permis de mieux se comporter, de mieux faire son travail. Bon, c'est vrai que ce n'est pas véritablement ça, et il a encore du travail à faire. Et moi, je me dis que, bon, Nyama Kate, on sait que oui, il y a beaucoup plus l'expérience, mais il y a également l'âge qui joue contre lui, parce que ce n'est plus Nyama Kate des 20 ans qu'on connaissait avant, un joueur qui était un attaquant au départ et qu'on a transformé en milieu défensif. Vous comprenez, donc ce n'est pas véritablement ça, mais il essaie quand même d'apporter un plus, et c'est ce qu'il a fait la dernière fois dans ce match à Brazzaville. Romao Alexis s'est ressaisi après avoir marqué contre son camp à Lomé. Il a sorti un gros match à Brazzaville la dernière fois, et il a surtout délivré la passe sur le deuxième but togolais. Non, mais c'est pourquoi on a fait appel, on a solliciter le retour de Jacques Alexis Romao, c'est pas ça rapport à son expérience, et c'est ce qu'on avait dit, parce que c'est quelqu'un qui, donc dans ce registre-là, et là ça fait longtemps, il va falloir que les jeunes apprennent de lui, et c'est ce qu'il essaie d'apporter. C'est vrai qu'au match aller, ça n'a pas été véritablement ça, il a été malchanceux donc dans ce match-là. Au match retour, on a vu son comportement, et surtout son duo avec Nyama Kate, ça a énormément marché, parce que les deux étaient là pour ratisser de bonnes balles, récupérer, empêcher l'adversaire donc d'évoluer dans le camp togolais. Et pour une des rares fois que Jacques Alexis Romao a monté, vous avez vu, il a apporté donc la passe à ce deuxième but-là. Et ça moi, j'ai beaucoup plus aimé le comportement de ce joueur dans ce match-là, parce que le Togo sait que dans ce match, le Togo peut également tenir sa chance dans ce match, saisir sa chance dans ce match-là, et les joueurs l'ont compris. C'est ça qui a amené justement le deuxième but, parce qu'après avoir encaissé l'égalisation, je me disais que si on ne fait pas attention, on va encaisser un deuxième but, mais c'est la réaction après l'égalisation de l'équipe togolaise, et c'est ça qui a amené donc le deuxième but, parce que c'est toute l'équipe qui était montée pour soutenir donc l'attaque et amener donc ce deuxième but-là. 2 ans, vous n'êtes plus convoqué en sélection, vous arrivez, vous marquez contre votre camp lors du match aller, vous êtes critiqué, à la pause vous êtes remplacé, mais le coach prend quand même le risque de te redonner confiance sur le match suivant, et il a sorti un gros match avec une passe décisive. Ça s'est joué au mental au niveau de Romao, n'est-ce pas? Évidemment, je salue le mental de ce joueur de 37 ans qui aujourd'hui a quand même nous a offert une copie excellente, une copie tout autre différente de ce que nous avons vu ici à Lomé. Je pense que et Romao et Paulo Duarte ont fait quand même preuve de maturité, parce que sous d'autres, si on n'allait pas reconduire Romao pour ce deuxième match-là, mais je pense que le joueur lui-même a un mental d'acier, comme on le dit. Donc c'est vrai qu'en aller ici à Lomé, ça n'a pas été trop ça pour lui. Il a été malchanceux, comme Grégoire l'a dit, sur ce but marqué contre son camp, mais il s'est redonné de l'espoir, il s'est redonné du punch au mental, et on a vu la prestation sur ce match retour contre le Congo. Il a été tout simplement énorme, et dans la récupération, dans l'interception, il a été même devant en apportant une passe décisive. Et donc je pense que c'est ce Romao-là qu'on voulait. Peut-être qu'on ne voulait pas celui de l'aller face au Congo, mais c'est celui du retour face au Congo qu'on voulait. Donc félicitations à ce joueur. Peut-être il en aura encore un peu plus pour 2 ans en sélection, on ne sait jamais. Parce que l'âge aussi avance, c'est 37 ans, peut-être dans 2-3 ans, on le reverra plus au haut niveau. Donc il va falloir qu'on en profite pendant que c'est encore possible. Je pense que c'est ce qu'on veut tout simplement. Serge Nuandi également est fréquent ces derniers temps dans le nid des éperviers, mais c'est un garçon qui n'arrive pas encore à impressionner le public sportif togolais. Cette fois-ci, il a été titularisé, mais on ne l'a pas trop senti dans ce match. Oui, là, vous l'avez dit, on ne l'a pas senti, on ne l'a pas vu dans ce match-là. C'est un peu ça, parce que c'est vrai, il y a quand même, il faut arriver quand même à saisir sa chance, parce que c'est l'absence de David Enen, l'absence de Ilas Bebou,
qui ont permis à ce qu'il soit quand même, il ait eu cette opportunité-là d'être dans le 11 entrant, mais seulement que ça n'a pas suffi, ça n'a pas véritablement apporté. Moi, je n'ai vu qu'une seule passe qu'il a délivrée à Thibaut Klidje et que Thibaut n'a pas su exploiter. C'est sur cette action-là seulement, moi, je l'ai vu et vous avez compris, même qu'en seconde période de jeu, il a été remplacé. Donc, ce n'est pas véritablement ça. Bon, il essaie quand même, il est fréquent tel que vous venez de le dire, mais sa prestation également, ce n'est pas encore ça. Il va falloir qu'il se ressaisisse un tout petit peu lui-même et qu'il ait cette confiance-là. Quand on lui fait confiance également et quand on le met sur le terrain, c'est à lui maintenant de prouver véritablement qu'il a sa place. Serge Niadi. Oui, Serge Niadi, le joueur de Souduva qui... Peut-être moi je me dis que la sélection c'est toute une autre chose. On a écouté hier Edouard Mendy le dire, les matchs de la sélection ne sont pas forcément ceux qu'il joue en club et donc en sélection on demande beaucoup plus d'adaptabilité, beaucoup plus d'intégration. Il faut un peu de temps pour s'intégrer. Donc je pense à mon avis que c'est ce que Serge Niadi est en train de vivre et aussi peut-être dans sa tête il dit je vais remplacer ou je vais faire la prestation à hauteur de Ilas Bebou, une prestation à hauteur de David Nenen. Donc, dans sa tête, il se bloque déjà et donc je pense qu'il n'a pas vraiment fourni ce dont il était capable, il n'a pas vraiment donné l'énormité de son talent. Maintenant, c'est un jeune qui est à ses premières sélections, on va lui donner le temps, on va être patient avec lui, on ne va pas être aussi rigoureux et dur avec lui et voir ce qu'il va apporter dans le futur parce que dans son club, il essaie quand même de donner le meilleur. Je pense que l'autre fois, il avait joué pendant 15 minutes avant de céder sa place. Et donc, je pense que s'il est dans cette progression-là au niveau du club, ça va venir aussi au niveau de la sélection. Ça va venir au niveau de la sélection et lui, il a une certaine régularité en sélection parce qu'il est dans le nid des éperviers depuis des années déjà. Plaka Fessou Mémé sur les 2 matchs contre le Congo, il a marqué à Lomé, il est retourné au Congo, il a encore marqué, il a retrouvé ses sensations de buteur en sélection. Il est en forme, c'est tout, c'est simple. Il a retrouvé sa forme et voilà. Et le sélectionneur Paulo Duarte lui a fait également confiance parce que ça fait les 4 matchs, il était présent sur les 4 matchs et sur les 4 matchs, il a marqué 2 buts. Je me dis que pour le moment, c'est lui le meilleur buteur du Togo pour le moment dans ces éliminatoires. Avec ces 2 buts-là, on a vu la manière où il a réussi à reprendre cette balle de la tête, ce coup franc de Tchakei Marouf. Il a repris plutôt ce coup franc de la tête, c'est de quelle manière il a marqué. Donc je me dis qu'il est tout simplement en forme. Et là, dans ces 2 matchs, c'est un joueur qui a confirmé donc au match retour. C'est simplement ce qu'on peut dire. Et c'est quand même bien pour le joueur lui-même, mais également pour la sélection. Plaka Fessou Mémé, depuis un moment, on le connaît, il a marqué beaucoup de buts sous le maillot d'Agaza avant de partir en Occident, notamment en Belgique. Aujourd'hui, il est au Koweït, il est en train de vivre une nouvelle jeunesse. Meilleur buteur de l'histoire du championnat togolais avec 16 réalisations avec Agaza, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, il a quitté l'Europe pour le golf. On se disait que est-ce qu'il va quand même garder les mêmes performances. Aujourd'hui, il est en train de nous démentir tout simplement sur ces 2 matchs-là. Du moins, on a vu un Plaka Fessou tout simplement grandi, maturé. On a vu que sur ces 2 buts-là, il a travaillé son efficacité devant le but, il a travaillé sa franchise devant le but, ce que plusieurs n'arrivent pas à faire aujourd'hui en sélection. Donc je pense qu'il est dans une progression lui aussi. Je pense qu'on est en train de voir une ossature des éperviers qui, quand on prend les joueurs individuellement, ils sont dans une progression, mais collectivement, ils sont en train de s'habituer sur le terrain. Et donc je pense que Plaka Fessou Mémé, il sait se placer là où il doit se placer. Il a ce flair-là du but. On a vu son but sur le match aller ici à Lomé. Et voilà, une frappe très bien bottée que le gardien congolais n'avait pas pu saisir. On a vu ce 2e but sur la tête placé sur le coup franc de Tchakei Marouf. C'est tout simplement extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, 2 réalisations, meilleur buteur des éperviers dans cette course-là. Je pense que voilà, il faut lui donner beaucoup de chance. Moi, je pense que ce joueur a beaucoup manqué de chance en sélection, a beaucoup manqué de temps de jeu en sélection. On ne lui a pas donné
des chances en sélection. Et donc aujourd'hui, avec Paulo Duarte, je pense qu'il va falloir qu'on lui donne beaucoup de chances. Je serais Paulo Duarte, il serait toujours titulaire et voilà, parce qu'il apporte énormément, même si il ne marque pas, il apporte dans le jeu, il essaie quand même de se faire des espaces pour les autres. Donc je pense que c'est tout simplement ce Plaka Fessou que nous on a envie de voir et c'est ce qu'il est en train de faire. Depuis le départ de Sheriff Mama Touré et de Cheya Adebayor et encore peut-être de Sénéa Junior, celui-là qui doit porter le jeu au milieu de terrain, donner du volume au jeu des éperviers, orienter le jeu, redynamiser le jeu, surtout délivrer des caviars aux attaquants, ça manque à cette équipe des éperviers du Togo. Tchakoui Marouf aujourd'hui se trouve dans cette configuration. Non mais Tchakoui Marouf c'est son poste de prédilection et on sait que du côté d'Asco de Kara c'est ce qu'il jouait, c'est ce rôle qu'il jouait et donc il apportait beaucoup plus aux attaquants, mais c'est un joueur également qui défend énormément, qui apporte également devant et donc c'est ce qu'il a essayé de faire la dernière fois. Je l'ai dit en début donc d'émission, il a été présent du début jusqu'à la fin donc de ce match. J'ai vu sa combativité, il a même écopé d'un carton jaune en première période de jeu. Ce qui démontre son engagement. Son engagement, oui, donc dans le jeu. C'est vrai qu'on sait que sa spécialité c'est les coups francs et vous avez vu. Il a été décisif. Il a envoyé 2 coups francs. Le premier c'était pour Thibaut Klidja qui n'a pas su exploiter donc cette action et le deuxième il a déposé la balle sur la tête de Plaka Fessou, donc c'était quand même bien. Il adore ce genre de situation et là c'est un joueur qui est en train donc de gagner en confiance et de saisir également sa chance donc au sein de cette équipe nationale. Je me dis que si on lui donne véritablement l'opportunité, il peut faire quelque chose et c'est ce qu'il est en train de faire. Avec Tchakoui Marouf, on peut le considérer comme le cheval avec lequel le Togo peut aller à la guerre. Bon, même si c'est trop dit, je pense qu'il est en train de faire ce que un meilleur joueur du championnat togolais devrait faire. Parce que moi, je le considère comme ça, Thibaut et Tchakoui Marouf plutôt. Pour moi, Claude Leroy n'a pas pu lui donner les clés qu'il fallait, n'a pas pu donner les chances qu'il fallait. C'est peut-être la même chose avec ses collègues qui ont fait le championnat africain de football en 2019, en 2020 plutôt. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, Tchakoui Marouf, c'est le meilleur 10 de la sélection parce qu'on a manqué ce joueur-là qui pouvait porter la sélection, ce joueur-là à la Modric, ce joueur-là voilà, qui pouvait à lui seul être le pont entre les deux pivots, Nyama Akate, Romao et l'attaque Klidja Thibaut et Plaka Fessou. Donc c'est ce qu'on a vu l'autre fois. Il a été tout simplement énorme dans le jeu. Il a été d'ailleurs la source à l'origine du but de Plaka Fessou. Mais c'est lui qui voilà donnait le ton à notre jeu, c'est lui qui donnait le rythme à ce jeu-là et voilà, l'autre fois il était quand même l'un des meilleurs joueurs sur le terrain et je pense que Tchakoui Marouf a besoin de l'opportunité, comme Grégoire l'a dit, a besoin de beaucoup plus de chances pour s'exprimer parce que c'est un joueur très talentueux, c'est un joueur qui a d'énormes capacités techniques, tactiques, que ce soit le placement sur le terrain, l'occupation rationnelle du terrain, la tactique personnelle. Je pense que c'est un joueur qui a tout et donc il va falloir qu'on lui donne les chances pour se le faire parce que le joueur de ce profil-là nous a tellement manqué, comme vous l'avez dit dans votre introduction, et donc il faut saisir les chances pour Tchakoui Marouf et voilà, il va nous faire ce qu'il sait faire. Comme l'a dit Vicente Noussoulé, il faut saisir les chances, mais la chance, on l'a offert la dernière fois à Klidja Thibaut, mais malheureusement, il a été moins performant devant les buts, surtout sur des occasions nettes qu'il s'est procurées. Moi, j'ai compté 4 occasions pour Klidja Thibaut, 4 nettes occasions. La première occasion, c'était en tout début de partie où il avait eu quand même... Un ballon gratuitement donné par le défenseur congolais. Non, pas ça. Une première occasion où il a trop croisé sa frappe et la balle est passée donc à côté. Il y a eu cette deuxième occasion
l'occasion que le défenseur lui a offerte. Une passe sur un plateau d'or, mais il n'a pas su l'exploiter. Il y a eu également une passe de Serge Gnabry qu'il a mal contrôlé, et puis ce coup franc là de Tchakei Marouf qui n'a pas su exploiter. Donc je me dis, tel que vous venez de le dire, oui, c'est des opportunités qu'on donne à ces gens de joueurs. Quand on vous donne cette opportunité, il va falloir véritablement saisir la chance. C'est ce qu'il n'a pas su faire. Bon, c'est vrai qu'il est encore jeune, il doit beaucoup plus travailler maintenant la promptitude, il doit être beaucoup plus réaliste devant les buts. On sait que c'est un buteur, on sait qu'il marque souvent, mais il doit, dans des matchs comme ça, il faut véritablement saisir sa chance, et c'est ce qu'il faut faire, parce que vous saisissez votre chance, là vous marquez donc l'entraîneur, vous marquez donc le staff technique, ce qui veut dire que prochainement on peut vous faire confiance. Mais là, ce n'est pas aussi mal pour lui, parce qu'il sait quand même très bien, il s'est battu quand même dans ce match pour essayer de faire quelque chose, seulement qu'il n'a pas été réaliste, il n'a pas été beaucoup plus prompt devant les buts. C'est ça qui a manqué à ce joueur. Trop jeune pour le nid des éperviers? Non, mais il n'est pas plus jeune que Gnabry et l'homme. Donc, en fait, c'est un joueur jeune, mais qui côtoie quand même cette sélection. Ce n'est pas aujourd'hui. Et donc, je me dis que ce n'est pas encore mal pour lui. Il a encore du temps devant lui. Il a encore beaucoup de temps devant lui. Il peut faire beaucoup de choses. Entrée en jeu, Kevin Denke a marqué le deuxième but togolais sur la passe de Romao Alexis. Ça fait 2 ou 3 buts pour lui en sélection, mais souvent il rentre en deuxième période et il a donc droit à des bouts de menthe, mais il arrive souvent à saisir ses opportunités. Kevin. Oui, Kevin, quand j'entends ce nom-là, ça me rappelle un match face aux îles Comores ici au stade de Kégué où il est rentré en jeu et puis voilà, il a tout simplement changé le cours du match. Je pense que c'est un joueur qui aussi a tout simplement sa place, une place de choix en sélection, mais qui n'est pas forcément régulier, qui n'est pas forcément constant dans ses prestations, et donc je pense que c'est ce qui lui vaut quand même ce traitement. Mais avec ce qu'il est en train de faire, je pense que peut-être il va devancer certains et puis les faire asseoir au banc, parce que quand on prend aujourd'hui Clésia Thibaut, on va quand même pas donner le tort à Paulo Duarte qui l'a titularisé, parce que déjà avec Bordeaux, sur 7 matchs, il avait marqué 8 buts. Et donc on croyait qu'il allait réitérer tout simplement ce qu'il a fait en club, en sélection. Sauf que en sélection, c'est quand même une grande compétition, hein. C'est quand même les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'est vrai que ils sont déjà habitués, mais c'est vrai qu'on ne mesure pas forcément l'ampleur de la compétition. Donc pour moi, je me dis que c'était dans la tête. Il s'est dit que c'était les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Voilà ce qui a fait qu'il a raté ces occasions gratuites qu'on lui avait données. Mais ce n'est que partie remise. Il va travailler, il va revenir. Mais pour Kevin Denke, je pense qu'il a tout simplement été, pour moi, un des meilleurs, parce que sur ce match-là, mettre ce but splendide-là, retourner puis enchaînement, je pense que il n'y avait pas de quoi meilleur faire que ça. Donc, évidemment qu'il a été tout simplement d'un apport positif pour la sélection et qui continue sur cette lancée-là. Kevin Denke en sélection, c'est quelques matchs avec Claude Leroy, mais pas toujours titulaire. Est-ce qu'il n'est pas temps de lui donner une place de titulaire dans ce nid des éperviers? Non, mais là, il faut se poser la question. Il faut poser la question de savoir comment se fait-il qu'un tel joueur n'a pas assez de temps de jeu. Et je crois, même en club, il a également ce souci-là. Je me dis que c'est lui-même un peu le problème. Il n'est pas confiant, il n'est pas sûr de lui-même par rapport à sa prestation. Mais on sait que quand il rentre en jeu, la première fois, c'était face à la Gambie, ici au stade municipal. Le Togo était mené, mais quand il était rentré en jeu, il a essayé quand même à arracher l'égalisation dans les derniers instants de ce match, et ensuite ce but-là qu'il a marqué la dernière fois, le geste, le contrôle et puis la frappe qui l'a mis au fond des filets. Donc je me dis que en fait peut-être que c'est un joker, si on peut le dire ainsi, parce que on peut se dire que oui, peut-être quand il est sur le banc, il lit bien le jeu de l'adversaire, et quand il rentre, il apporte quelque chose. C'est ce qu'il a fait
sur les 2 buts qu'il a marqués avec le Togo, il est rentré en jeu pour quand même apporter un plus à l'équipe. Bon, il va falloir qu'on l'essaye encore également une autre fois pour voir véritablement ce dont il est capable. Le Buson, comme on l'appelle souvent, Uruagoro Ismaël a également effectué son entrée en jeu lors de ce match contre le Congo. L'ancien buteur de Bonsimé, d'Agaza de Bonsimé, a également foulé la pelouse. On a remarqué que le garçon a pris du poids. Bon, en fait, il a pris du poids. Je me dis que, bon, en fait, c'est sa forme. Hein. Et là, c'est pourquoi la dernière fois, je crois que lors du match aller, la question a été posée à Paulo Duarte. Il a dit que c'est un souci physique de la part donc, de ce joueur. Je me dis que peut-être que physiquement, il lui manque encore quelque chose. Donc, c'est à lui maintenant de se mettre véritablement au travail. Parce que s'il veut quand même rester au sein de cette équipe nationale, il doit véritablement changer et travailler quand même sa force physique, parce qu'on sait que physiquement c'est un joueur qui est bien déjà avec sa morphologie, c'est un joueur qui est puissant, mais si on me dit que physiquement il n'est pas en forme, il n'est pas au point, c'est à lui donc c'est à lui-même de revoir sa forme et travailler véritablement et mériter cette sélection là. Dans quelle configuration utiliser Uruagoro Ismaël en sélection? Oui, dans une configuration où on utilise Romelu Lukaku à Chelsea, c'est pour faire le parallèle, parce que c'est un joueur de fixation, c'est un joueur qui est capable de dévier des balles pour ses coéquipiers, c'est un joueur qui est capable de créer des espaces pour ses coéquipiers. On a vu ses prestations lors du CHAN en 2020, voilà, c'était ce rôle-là qu'il avait joué, donc je pense que dans une configuration où 4-2-3-1, Uruagoro Ismaël devait être en pointe, avec vraiment des ailiers qui ont une pointe de vitesse assez extraordinaire et qui courent rapidement pour tout simplement prendre d'assaut les adversaires. Maintenant, je pense que l'autre fois, il a remplacé Plaka Fessou, même on ne sait pas forcément quel rôle on lui a assigné. Donc voilà, si on vous met aujourd'hui un Uruagoro Ismaël sur le côté, c'est vrai qu'il va se donner, c'est vrai qu'il a quand même une pointe de vitesse, c'est vrai qu'il a une force physique qu'il exerce sur les adversaires, mais est-ce que c'est son rôle de prédilection? Je ne pense pas. Aujourd'hui, Uruagoro Ismaël est beaucoup plus un attaquant de fixation, beaucoup plus un attaquant sur lequel on peut s'appuyer, comme les Nan Richard et autres l'ont fait au dernier CHAN pour marquer des buts. Donc je pense que c'est dans cette configuration qu'il devait jouer. Maintenant, s'il rentre dans un match comme ceci et qu'il n'est pas performant au niveau physique, moi je pense que la première des choses pour un joueur, c'est de veiller à son régime alimentaire et surtout de veiller à son physique. Et donc, c'est vrai qu'il a un physique qui, tout simplement, met tout le monde d'accord, mais il doit veiller à cela pour qu'il ne prenne pas du surpoids, parce que là, on parle de football professionnel, et donc il va falloir beaucoup plus veiller sur son poids, parce que vous avez quand même 10 ou 15 ans de carrière à faire. Et donc, je pense que le joueur doit peut-être être mature à ce niveau-là, parce que c'est quand même la sélection togolaise et il doit comprendre déjà avec le sélectionneur Paulo Duarte, ils vont gérer ça. Sinon, sur la prestation, je pense que il n'a pas fait aussi une prestation extraordinaire, mais il n'a pas aussi déçu. Donc, voilà, je pense qu'il est tout simplement dans la bonne manière de faire les choses. En 4 matchs, le nouveau staff des Éperviers a enregistré 2 défaites, 1 match nul et 1 victoire. Que dire du travail qui s'effectue avec Paulo Duarte? Non, nous savons que notre objectif dans cette qualification, ça dit que ce n'est pas se qualifier pour la Coupe du Monde, et c'est déjà raté, et donc c'est la reconstruction. Et là, le coach, sur 4 matchs, on a vu les différentes formations, bien ces différents choix qu'il a essayé de faire sur ces 4 matchs. Ce n'est pas forcément les mêmes joueurs qui jouent à un match, ils changent au deuxième match, et donc c'est ce qu'on est en train de constater. Et lui, il est en train donc de refaire son équipe, si on peut le dire ainsi. Moi, je me dis que ce n'est pas, c'est encore trop tôt de parler de cette équipe.
il est dans la reconstruction. Il essaye donc de reconstruire. On verra ce que ça va donner. Voilà, donc on verra ce que ça va donner dans les jours et les semaines à venir. Fin de cette émission, la grande saison sur la radio Kimbouille le Mayo. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à Vicente Noussolé et Grégoire Atignon qui étaient en studio avec moi. Merci également à Théo Janvon qui a assuré la mise en onde derrière la baie vitrée. Merci aussi à Elom Atovron qui était à la caméra. Je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, restez fidèles au programme de la radio Kimbouille le Mayo. Salut, bye.